20 avril 1942. Noisy-le-Grand, dans la banlieue parisienne. 3 hommes sont rivés à leur matériel. Ils ont masqué toutes les fenêtres de la maison, afin d'être le plus discret possible. Soudain, un voyant s'allume. Une conversation téléphonique en allemand commence. C'est lui. Mais c'est pas possible. J'en suis sûr. Ce jour-là, ces 3 résistants, sous la direction de l'ingénieur Robert Keller, la source K pour les services secrets français, espionnent la voix d'Adolf Hitler. Le Führer en personne, qu'ils ont placé sur table d'écoute. Ils écouteront également les généraux Keitel, Jodl, von Rundstedt, les maréchaux de la Luftwaffe Milch et Sperle, le chef des forces d'occupation Otto von Stülpnagel et Göring, les plus grands dignitaires du Troisième Reich. Comment cela est-il possible? Angenommen, Sie versuchten es mit anderen Methoden. Herr Obersturmbannführer, Sie verlangen von mir zu entscheiden. Vorschlagen. Ich kann Ihnen 1 Million Juden verkaufen. Verkaufter deutscher Frieden und verzichtender autoritäre Auffassung. « 23 juin 1940. La France vient de signer un armistice avec l'Allemagne. L'ennemi a envahi une grande partie du pays et occupe la capitale. Il est 6 heures du matin, dans un Paris désert. Hitler effectue un passage éclair dans cette ville qu'il a toujours rêvé de visiter. L'Opéra, la Concorde, la Madeleine, la Tour Eiffel sont au programme, comme l'Arc de Triomphe. Le Führer veut le même, mais 2 fois plus grand pour célébrer l'Allemagne victorieuse. Ce sera la première et la dernière fois qu'il verra Paris. À 8h30, il reprend son avion. Au PTT, 2 ingénieurs sont désespérés devant la carte des câbles téléphoniques. Le Reich a immédiatement pris possession de ces réseaux. L'un de ces 2 hommes est le capitaine Edmond Combaud, polytechnicien et officier du service de renseignement. J'avais troqué mon uniforme d'officier contre mon veston d'ingénieur des transmissions de l'État et je travaillais à Paris, 24 rue du Général Bertrand. Au PTT, il a retrouvé un ami, René Sueur, ingénieur à la direction des recherches. Tous 2 méditent devant les 2 lignes téléphoniques à grande distance qui relient la France à Berlin. Celle qui va de Paris à Sarrebruck en passant par Metz, et celle qui va de Paris à Appenweier via Strasbourg. Nous savions que les armées allemandes, qui avaient pris sous leur contrôle absolu le réseau souterrain à grande distance de la zone occupée, utilisaient nos circuits pour leurs liaisons importantes avec un sentiment de complète sécurité. Ces 2 patriotes conviennent qu'ils se trouvent devant un moyen inestimable d'espionner l'ennemi. Les écoutes téléphoniques. Il faudrait pouvoir capter les conversations des Allemands sur ces 2 grandes lignes. Les nazis sont désormais les seuls à les utiliser pour leurs propres échanges, même les plus secrets. Transmettre ensuite aux Alliés les informations recueillies porterait un coup terrible à l'ennemi. René Sueur prend contact avec un officier de renseignement, le capitaine Léon Simoneau. Celui-ci fait partie des officiers des services de renseignement, le fameux SR, qui autour du colonel Louis Rivet ont juré de poursuivre la lutte contre l'ennemi malgré tout. Simoneau
Basé officiellement à Vichy, travaille en fait clandestinement pour le SR. Immédiatement, Simoneau transmet l'accord de son service pour soutenir, notamment financièrement, tout projet d'écoute. Combault et Sueur se mettent à étudier tous les moyens techniques possibles. Mais ils mesurent rapidement la complexité technique d'une telle entreprise. La seule possibilité envisageable, le piquage sauvage sur câble, consisterait à faire une dérivation des lignes vers des appareils permettant l'écoute. Mais accomplir un tel exploit sous les yeux même des Allemands paraît impossible. Combault est découragé. L'homme qui pourrait réaliser un tel tour de force, assez compétent, intelligent, courageux au point de risquer sa vie, existe-t-il? Il existe. Je le connais bien. C'est l'ingénieur Robert Keller. En septembre 1941, les deux instigateurs du projet rencontrent ce fameux Keller. Des mains de travailleurs, des épaules larges, un visage finement ciselé qui portait toutes les marques d'une indomptable énergie, une crinière dont les mèches s'élevaient au-dessus du front. Une force tranquille émanait de cet homme. Robert Keller a 42 ans. En 1917, à 18 ans, il s'est engagé dans la marine sur un dragueur de mines. La paix revenue, il est entré au PTT où il a passé le concours d'agent mécanicien. C'est en 1928 qu'il est affecté au service des lignes souterraines à grande distance, alors que le ciel de France commence à être sillonné de fils téléphoniques. Très vite, Keller connaît tout de ce matériel encore expérimental. L'année suivante, il est chef de la station d'amplification la plus proche de Paris, sur le câble Paris-Strasbourg. Tout en travaillant, il poursuit des études par correspondance et en 1931 réussit le concours d'ingénieur de travaux. Devenu chef du centre de relève des dérangements des lignes à Paris, il organise et met au point des moyens de transport et un outillage moderne. Keller est alors considéré comme le technicien français qui connaît le mieux le réseau de communication. Jour et nuit, Keller est prêt à intervenir. Si le travail est difficile, il est toujours sur le chantier. Tous le voient comme un homme de terrain, un homme de fer. Son service augmente considérablement entre 1932 et 1939. Avec l'extension du réseau, les câbles à longue distance atteignent 13 000 km. Quand la guerre éclate, Keller est donc devenu indispensable à l'armée française. Le réseau téléphonique est d'une importance vitale pour le haut commandement français, et le personnel du centre est mobilisé pour réparer tous les dégâts provoqués par les combats. Keller est partout, répartissant ses équipes selon les besoins. Le 12 mai 1940, les premières colonnes allemandes franchissent la Meuse et entrent dans Sedan. Le 16 mai 1940, en pleine débâcle, Keller dirige les hommes qui réparent le câble Paris-Lille endommagé par une bombe au bord de la Somme, à une centaine de mètres d'un pont. Sur l'autre rive, une foule de réfugiés défile et des soldats se replient. Un officier anglais dirige la destruction du pont afin de couper la route aux Allemands. N'écoutant que son courage, Keller fonce pour lui demander de retarder la mise à feu, le temps de mettre son équipe en sécurité. Keller retraverse le pont pour rejoindre ses hommes. Et là, il y a un malentendu. Car l'officier anglais déclenche l'explosion. Une déflagration d'une rare violence projette Keller sur la berge. Keller est blessé, mais malgré sa douleur, il se relève héroïquement et se précipite vers ses hommes.
il fait immédiatement monter ses techniciens dans le camion atelier et les conduit vers un autre pont, par un chemin détourné. Cet épisode lui vaudra une citation à l'ordre du régiment. Ces hommes, qui lui vouent depuis une reconnaissance et une confiance indéfectibles, l'appellent fraternellement le lion. Peut-être à cause de sa crinière, sans doute à cause de sa bravoure. L'ingénieur Sueur sait que Keller est entré en résistance dès les premières heures de la défaite. Le désastre militaire consommé, il a fait mettre à l'abri les principaux équipements et n'attendait qu'un ordre pour détruire les installations. Mais les Français sont pris de vitesse. Le 12 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte par son nouveau gouverneur militaire français, le général Dens, qui interdit toute destruction. Malgré tout, dans la nuit, Keller et un complice sillonnent les rues dans leur camionnette pour saboter les principaux câbles partant de Paris avant de rejoindre leur service replié sur la Loire. C'est un des premiers actes de résistance dans la capitale. Le 22 juin 1940, dans la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne, l'armistice est signé avec l'Allemagne dans le même wagon qui a servi pour celui de 1918. Dans le chaos général des premiers jours de l'occupation, les communications téléphoniques ont une importance capitale pour les nazis. Aussi, ceux-ci s'emparent-ils immédiatement des installations françaises. Le 20 juillet 1940, les services d'entretien des lignes souterraines à grande distance sont contraints de rentrer à Paris et reprendre leurs fonctions sur injonction de l'occupant. Les techniciens français doivent travailler sous le contrôle de superviseurs allemands, eux-mêmes sous l'œil de la Gestapo. Pour Keller, pourtant, cela n'empêche pas les actes de résistance. Fin août 1940, un avion de la Luftwaffe, rentrant d'un raid sur la Grande-Bretagne, se crache près d'une de ses équipes qui répare une ligne. Dans les débris de l'avion, les techniciens découvrent une carte indiquant les couloirs de passage des avions de la Royal Air Force, les implantations des batteries de décès anglaises et divers autres renseignements. Keller fait parvenir ces documents de première importance aux Anglais. L'esprit de résistance de Robert Keller n'est donc plus approuvé. D'ailleurs, il est recruté par le réseau Vengeance, qui a mis sur pied des filières de passage de la ligne de démarcation. Fort par la suite de plus de 30 000 membres, le réseau Vengeance sera l'un des tout premiers réseaux de résistance. C'est cet homme hors du commun que découvrent Combault et Sueur en ce jour de septembre 1941. René Sueur lui expose dans le détail tout le processus technique de la mission qu'ils ont imaginée. Keller admet qu'il est impossible d'agir au niveau des stations d'amplification. Celles-ci jalonnent les lignes à grande distance tous les 50 à 80 km pour assurer, grâce à des amplificateurs, le maintien du niveau d'intensité de la transmission. Ces postes sont gardés par l'occupant comme des forteresses. Leurs fenêtres ont été murées et des barbelés renforcent les clôtures. Des gardes spéciaux assurent une surveillance constante. À l'intérieur, les techniciens français réquisitionnés à leur poste sont chacun flanqués d'un technicien allemand. Ils surveillaient les moindres gestes des vérificateurs français. Le personnel allemand est lui-même sous l'œil de la police militaire, sans compter les agents de la Gestapo qui infiltrent les équipes. Une chaîne de surveillance implacable. Il paraît tout aussi difficile d'agir sur les grands câbles et de faire dériver vers un poste d'écoute les voies qui y passent. Pourtant, sur le plan technique, on connaît toutes les étapes nécessaires. Keller, silencieux, a suivi attentivement, approuvé au fur et à mesure les détails d'exécution d'un hochement de tête. C'est Combault qui se charge de souligner l'extrême danger de l'opération. J'étais ému, plus que je n'aurais voulu le paraître, lorsque je m'adressais à lui pour insister une dernière fois sur les dangers de l'aventure. Robert Keller avait plus que tous les autres des raisons d'hésiter. Il songeait à sa femme et à ses 4 enfants.
J'insistais et lui disais « Vous pouvez prendre le temps de réfléchir ». Le lion accepte de jouer le tout pour le tout. Il a dans son équipe des hommes capables d'un tel engagement et prêts à le suivre en toutes circonstances. Il pense aux fidèles parmi les fidèles, en particulier aux deux chefs d'équipe Laurent Matron et Pierre Guilloux, au vérificateur Georges Lobreau. Lui aussi était à ses côtés lors de la bataille de France. Keller sait aussi qu'il faudra agir hors de toute protection. Sous aucun prétexte, il ne faudrait que soit compromis le directeur des télécommunications, favorable à l'esprit de résistance, mais qui doit défendre tous ses services face à l'occupant. À partir de ce moment, tout repose sur Keller, alias la source K. C'est la ligne à grande distance Paris-Metz qui est choisie. Combo se charge du soutien financier fourni par le service de renseignement et du local où installer le poste d'écoute. Il trouve un pavillon à louer à 19 km de Paris, à Noisy-le-Grand, dans la Grand-Rue, à 6 mètres du câble sur lequel on prévoit d'intervenir. Il n'y a pas de maison mitoyenne, et le sous-sol surplombe légèrement la route nationale sous laquelle passe le câble. De son côté, le SR recrute les opérateurs qui devront pratiquer les écoutes. Ils doivent non seulement comprendre parfaitement l'allemand, mais pratiquer la sténo et connaître l'organisation de la Wehrmacht, les structures et le fonctionnement du Troisième Reich. Les noms et fonctions de ces dignitaires. Ajoutons à cela rapidité, endurance, sens de l'initiative, courage et abnégation face au danger. Le premier recruté, le sergent-chef Édouard Young, est un prisonnier libéré d'un stalag en tant qu'Alsacien. C'est un jeune spécialiste des transmissions, ardent patriote, auquel on a fait suivre une formation accélérée. Young est muni de papiers d'identité en bonne et due forme, et grâce à la compagnie d'assurance La Nationale, d'une carte professionnelle d'inspecteur. Young s'installe à Noisy-le-Grand. Aussitôt, sous prétexte d'une fuite dans les canalisations, il creuse une tranchée qui va de la maison à la haie jouxtant la route. Puis il perce un trou dans le mur du sous-sol par lequel devra passer la dérivation. Pendant ce temps, Keller est chargé de la préparation du troisième volet de l'opération, le plus périlleux. La mise en œuvre de la dérivation elle-même. Le travail sur des centaines de fils, sous surveillance allemande. Il a étudié à fond les schémas, précisé rigoureusement le lieu de l'intervention et mis au point toutes les manœuvres à effectuer. Puis il a constitué son équipe en s'adressant aux hommes les plus sûrs, exposant à chacun les énormes risques encourus. Tous ont lu les affiches allemandes. Tout endommagement des moyens de transmission sera puni de peine de mort. Tous donnent pourtant leur accord. 2 avril 1942, l'équipe est constituée. 2 vérificateurs, l'un au centre Paris-Saint-Amand, Lobreau, l'autre au centre de la Ferté-sous-Jouarre, Fugier. 4 techniciens de ligne, Guilloux, Matron, Abscheid, Levavasseur. Dans un premier temps, il faut acheminer en toute discrétion près d'1 tonne de matériel dans la cave de Noisy-le-Grand. Le 15 avril 1942,
L'incroyable entreprise entre dans sa phase cruciale. Ce jour-là, Keller interrompt 2 circuits sur le câble Paris-Metz, créant ainsi un défaut artificiel. Aussitôt, la Feldschaftabteilung, l'unité spéciale des communications de la Wehrmacht, appelle le service des dérangements pour que Keller fasse effectuer au plus vite la réparation. C'est donc, muni des autorisations officielles, que l'ingénieur part avec son équipe à la recherche du point de rupture, qui n'a aucun mal à trouver puisqu'il a été provoqué par Keller lui-même. Évidemment à Noisy-le-Grand, devant le pavillon occupé par Edward Young. Le matin du 16 avril, les fouilles commencent. Le câble se trouve à environ 1,20 m de profondeur. Pour donner le change, 2 tranchées sont creusées à côté de celle dans laquelle il va falloir travailler. Le lendemain, en fin de matinée, un officier allemand vient suivre les travaux. Rassuré par le zèle des Français, il repart aussitôt. Pour plus de sécurité, Keller a décidé que la dérivation s'effectuerait de nuit. Un peu avant 21h, Keller descend dans la tranchée, accompagné de Guillot et de Latron. Prévenu, Combaud arrive sur les lieux. Dans la soirée du 18, je viens rejoindre l'équipe sur le chantier. Une tente d'intempéries a été disposée dans la fouille centrale, afin de masquer les travaux et de filtrer l'éclairage dispensé par les lanternes pour que les lueurs trop vives ne provoquent l'intervention des patrouilles allemandes, obnubilées par les consignes de camouflage. Une longue nuit commence. Le câble Paris-Metz est composé de 376 fils de cuivre solidement protégés. L'enveloppe externe du câble est ouverte. Les cartes choisies sont dégagées, puis incisées à leur tour, pour parvenir au circuit désigné par Keller à partir de son carnet de fils. Par précaution, les services allemands changent fréquemment la destination des circuits. Un circuit affecté pendant 1 mois à un organisme l'est le mois suivant à un autre. Toutes les modifications sont portées sur le carnet de fils, soigneusement tenu à jour et mis à la disposition du petit nombre de personnes qui en ont absolument besoin pour leur travail. Keller est de cela. Avant de couper les fils, Keller prend contact par la ligne de service et reste en liaison permanente avec les vérificateurs des 2 stations de surveillance qui encadrent cette section du câble. Lobro, à Paris-Saint-Amand, et Fugier, à la Ferté-sous-Jouarre. Ceux-ci doivent déconnecter un à un les circuits de l'exploitation, le temps nécessaire à leur coupure et à leur dérivation, afin d'éviter des variations trop visibles. En feignant une tranquillité routinière, les 2 vérificateurs vont arguer d'un contrôle de mesure pour pouvoir opérer sous le regard des techniciens allemands qui les surveillent. C'est dans ces conditions qu'ils vont devoir, toute la nuit, suivre les consignes de Keller, qui leur indiquera au fur et à mesure les circuits à suspendre. La moindre erreur se détecterait dans les autres centres d'amplification. Dans la fosse, les 3 hommes travaillent sans un mot. La tension est extrême. Guillot et Matron dénudent, coupent, épissurent, soudent, suant d'efforts et d'angoisse. Sur la route, Combaud fait le guet. De temps en temps, passaient près de nous quelques motos d'estafette allemandes. À tout instant, les feux qui sortaient de la tente mal jointe et qui illuminaient la cime des arbres risquaient d'alerter les guetteurs d'une batterie de DCA de la Wehrmacht située à 300 mètres. Soudain, catastrophe. Une manœuvre trop rapide fait varier une constante électrique. À Paris-Saint-Amand, Lobro voit la gorge nouée, l'appareil de mesure s'emballer. Heureusement, le surveillant allemand somnole. Lobro, angoissé et impuissant, fixe son écran.
Sous la tente, les techniciens font tout ce qu'ils peuvent pour réparer coûte que coûte au plus vite l'isolement responsable. Au bout d'un quart d'heure sans fin, le vérificateur retrouve son souffle quand l'aiguille rejoint la zone de sécurité. « 3 heures du matin. 55 grands circuits sont dérivés. À la Ferté-sous-Jouarre, imperturbable, Fugier de son côté déconnecte et reconnecte les lignes devant des Allemands endormis. Sur la route, Combaud vit les heures d'angoisse de plus en plus longues qu'égrène le clocher de Noisy-le-Grand. 4h20 du matin, Guillot et Matron effectuent les dernières épissures. 4h40, la dérivation est terminée. 70 grands circuits, de la Wehrmacht, de la Gestapo, de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe sont détournés. Les 3 hommes refont surface, totalement épuisés. Le lendemain, Sueur et un spécialiste des transmissions arrivent au pavillon pour accorder les fils aux amplificateurs et brancher les écouteurs. Avec angoisse, les 2 techniciens effectuent les premiers essais. La table d'écoute est prête. L'installation va-t-elle fonctionner? Le 19 avril 1942 au soir, il capte les premières conversations. Jung intercepte plus de 60 communications. L'importance du trafic est telle qu'il doit faire une sélection. Il faut au plus vite recruter un 2e opérateur, puis un 3e. Ils entendent les voix des plus éminents dignitaires du 3e Reich, jusqu'au jour où... C'est lui. Mais c'est pas possible. J'en suis sûr. La voix qu'ils viennent d'écouter est celle d'Adolf Hitler. Ils entendent les conversations les plus secrètes et intimes du Führer. C'est ainsi que les hommes de Keller apprennent une information capitale. Le général Giraud s'est évadé de la forteresse de Königstein en se laissant glisser le long de la falaise, à 50 mètres du sol. Hitler est rentré dans une colère noire. Le Führer a même offert une récompense de 100 000 marks pour sa capture. Giraud, après un périple de 800 km en chemin de fer, rejoint l'Alsace, puis Vichy. Les informations continuent à tomber. Combaud est sidéré de la richesse des écoutes. Il surgissait des renseignements d'une valeur incomparable sur les unités, leur stationnement, leurs effectifs, leurs armements, la composition nominative de leurs états-majors. Les forces aériennes livraient la situation des escadrilles, leurs pertes, les effets des raids alliés. Les comptes rendus échangés entre Kiel et les bases sous-marines de la Manche et de l'Atlantique nous apprenaient la constitution des flottilles, les mouvements des bateaux, leurs pertes, leurs avaries, leur ravitaillement, le déficit des équipages, et donnaient même des renseignements sur les opérations allemandes en mer du Nord et en Norvège. Régulièrement, les hommes de Keller apprennent en écoutant la Gestapo que des résistants vont être arrêtés. Les opérateurs les font alors prévenir, ce qui leur permet de s'échapper à temps. Les 3 opérateurs vont se relayer sans discontinuer pour écouter les informations les plus importantes, prendre en sténo, traduire, les transcrire à l'encre sympathique entre les lignes de supports différents. Lettres, rapports, factures, contrats, ouvrages techniques. C'est sous cette forme que les informations secrètes sortent du pavillon. C'est Combaud qui se charge de la transmission quotidienne de ces documents OSR, les services de renseignement. Il fallait préparer les filières de transmission rapide des renseignements recueillis vers les commandements français et alliés. Elle commence par des courriers sûrs, des résistants, des ambulants des PTT et de la SNCF, des employés des wagons-restaurants et des wagons-lits.
les informations sont démarquées. Pour effacer toute trace d'origine, elles portent pour seule mention « source très sûre ». Puis triées par l'ESR, elles sont transmises aux Alliés sous le nom de code « source K ». Pour le réseau Vengeance, c'est le capitaine Badré, alias Bird, du SRR, qui opère du fond de son jardin à Bellerive, dans la banlieue de Vichy, en utilisant un matériel de radiotransmission emprunté au ministère de l'Air. C'est ce réseau qui se charge de faire passer les informations recueillies à l'intelligence service britannique. Les écoutes du câble Paris-Metz dépassent tellement les espérances que Keller, Combeau et Sueur orientent toute leur attention vers l'autre grand câble utilisé par les responsables du Reich, le câble Paris-Strasbourg. Il comporte un plus grand nombre de fils, 484, et pourrait être plus productif encore. Une seconde opération est donc décidée. En juillet 1942, la nouvelle aventure commence selon le même processus. Un pavillon discret est trouvé à Livry-Gargan, à 16 km de Paris, à proximité immédiate de la ligne. Fin août, l'installation du local est prête. La dérivation va pouvoir commencer sans tarder. Mais à ce moment-là, la Wehrmacht, qui a décidé d'implanter une unité à l'est de Paris, envoie un détachement à Noisy-le-Grand, là où se trouve le premier poste d'écoute, pour réquisitionner à tout va, bâtiments, maisons, chambres. Les habitants sont angoissés pour leurs propres biens et des réclamations arrivent à la mairie, notamment du quartier de la dérivation. On ferait mieux, dit l'une, de s'intéresser aux individus suspects, vivant d'on ne sait quoi, qui ont un pavillon, même pas trop meublé. À la mi-septembre, les commérages vont bon train dans le quartier. Ce seraient des espions allemands ou encore des gars du marché noir. Il ne faut pas oublier que Jung a un accent allemand. Simoneau averti, transmet l'ordre de ses chefs d'évacuer au plus vite. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1942, l'opération de démontage est lancée. Mais retirer l'installation présente les mêmes risques que ceux encourus lors de la mise en place de la dérivation. Guillot et Matron réalisent les épissures et les soudures pour rétablir la continuité de chaque circuit et leur isolation. Une fois les 70 circuits rétablis, ils repoussent le câble dans la gaine de protection et rebouchent le trou du mur. Quelques jours après, les nazis s'installent dans le pavillon de Noisy-le-Grand. Ils ne peuvent imaginer que peu de temps auparavant, Hitler était encore ici, sur table d'écoute. Keller est un homme éreinté. À la tête d'une action clandestine titanesque, il ne doit rien en laisser paraître aux Allemands et remplir avec une diligence extrême son rôle de grand réparateur des pannes. Pourtant, il ne faiblit pas. L'arrêt des écoutes de Noisy-le-Grand rend plus crucial encore l'accélération des travaux de dérivation à Livry-Gargan. Le 27 septembre 1942, Keller repère l'endroit exact où il va falloir creuser. Mais il faut attendre un prétexte pour intervenir sur le câble. Le 15 décembre 1942, miracle. Keller est convoqué 97 Champs-Élysées, où le chef de la Feldschaltabteilung lui ordonne d'établir pour son PC de Saint-Germain une ligne reliée au câble Paris-Strasbourg. Le lendemain même, on peut ouvrir le chantier de Livry-Gargan, tout à fait officiellement.
Sur le trajet, les contrôles sont nombreux. Mais Keller possède un ordre de mission. Même processus. 3 tranchées sont creusées dans la chaussée, à la hauteur du pavillon. À tout moment néanmoins, peut survenir au bord de la tranchée un technicien allemand superviseur, qui ne manquerait pas de trouver l'activité de l'équipe étrange. Le travail est ici moins clandestin, puisque les perturbations électriques enregistrées dans les stations de surveillance sont justifiées par des travaux officiellement commandés. Au matin, tout est terminé. La mise en service est faite et à la fin de la journée, les écoutes commencent. Cependant, le contexte militaire et politique n'est plus du tout le même. La zone libre a été envahie et la France est désormais entièrement occupée. Le 29 novembre 1942, l'armée d'armistice a été dissoute. Une partie des officiers du SR a choisi la clandestinité avec leur chef, le colonel Rivet. Combault est, de ce fait, coupé de Simoneau. Plus de subsides pour la source K. Combault part chercher désespérément à travers la France des résistants équipés d'un moyen de liaison avec la Grande-Bretagne. Pendant ce temps à Paris, le 23 décembre 1942, 2 nazis se présentent au domicile de Keller, 2 rue du Docteur Landouzy dans le 13e arrondissement. Keller est alors sur un chantier. Une lettre anonyme l'a dénoncé comme agent gaulliste, espion à la solde des Anglais, sans plus de précision. Les hommes fouillent l'appartement. Ils trouvent quelques cartes de visite, un schéma de câble, rien de très compromettant. Ils se contentent donc de téléphoner au PTT pour ordonner que Keller se présente au siège de la Gestapo. Keller pourrait alors s'enfuir, mais il refuse de mettre en danger sa famille et d'abandonner ses camarades. Il tente de prévenir Combault, qu'il ne trouve pas chez lui. Il est reçu par l'épouse de ce dernier. En vain, ma femme l'a supplié de s'enfuir, lui disant que je lui en aurais donné l'ordre si j'étais présent. Il refusa. Il ne voulait pas, disait-il, que les Allemands, par sa faute, puissent faire le moindre mal à son épouse. L'ingénieur Keller passe ensuite à son bureau pour détruire certains documents et faire disparaître son pistolet. Enfin, il se rend à la Gestapo rue des Saussets. Premier interrogatoire, assez général, plutôt vague. Il ne semble pas que les Allemands aient beaucoup d'informations. Mais tout à coup, arrive le vérificateur de Paris-Saint-Amand, Georges Lobreau. Il vient d'être torturé pendant 2 heures. Voyant que les Allemands sont au courant de son travail à Livry-Gargan, il n'a pas nié. J'ai répété les instructions de M. Keller, en ajoutant même que j'étais persuadé de travailler dans l'intérêt des armées allemandes. Ce que Keller confirme lors de cette confrontation. À la fin de l'après-midi, un coup de fil fait changer l'attitude des Allemands. Des officiers ont trouvé des documents concernant la reprise de la ligne Saint-Germain sur le câble Paris-Strasbourg. Or, depuis quelques jours, la Gestapo est persuadée que des fuites se produisent sur les circuits de ce câble. L'interrogatoire s'oriente vers les travaux effectués à Livry-Gargan. Lobreau témoignera de la suite. Tard dans la soirée, on m'a fait monter dans une voiture gardée par des SS. Dans une autre voiture, et dans la même situation que moi, on a fait monter monsieur l'ingénieur Keller. Puis, une 3e voiture s'est jointe aux autres, et la caravane a pris le chemin de Livry-Gargan.
les voitures se sont arrêtées à l'endroit de la dérivation. Des soldats ont perquisitionné le pavillon et après un certain temps, ont amené un jeune homme près de moi. C'est un opérateur, nommé Rhys, surpris en plein travail. Un agent de la Gestapo a demandé si nous nous connaissions. Sur notre réponse négative, nous avons été menottés ensemble. Puis, 2 voitures partirent pour la rue des Saussets, où il y eut une courte confrontation entre M. Keller et Rhys. C'est alors que j'appris qu'il avait une carte d'identité au nom de M. Risley. Il est vrai que les hommes de la Source K ne se sont jamais vus. Par mesure de sécurité, le cloisonnement établi par l'ESR est très rigoureux. Les éléments de la chaîne ne sont reliés que par groupes de 2 à 4. Ainsi, les opérateurs n'ont qu'un interlocuteur, Combo. Mais les techniciens des PTT, à l'exception de Keller et de Sueur, ne le connaissent pas. Combo étant le pivot de l'affaire, il est spécialement à protéger. Peu après, les 2 voitures sont parties pour la prison de Fresnes. Arrivés dans le bâtiment 3, nous nous sommes trouvés ensemble et nous avons pu échanger quelques mots. Risley a demandé à M. Keller. Est-ce ma faute? Non, c'est la mienne. Puis, se tournant vers moi, il a dit: Triste Noël pour nos gosses. Tu t'en tireras, mais moi je suis fichu. J'ai pu savoir que nous avons été dénoncés par une lettre anonyme. Il faudra que tu t'occupes de ça. Les Allemands, qui se sont rendus compte de notre conversation, nous ont brutalement séparés. Quelques minutes après, nous étions enfermés dans des cellules provisoires. À partir de ce moment-là, je n'ai plus revu les autres. De son côté, Robert Rocard, un des opérateurs de Livry-Gargan, venant prendre son service le 24 au matin, trouve contrairement à l'habitude la grille ouverte. C'est en rentrant de Lyon le matin du 25 décembre que Combo apprend la catastrophe. Il demande ensuite à un membre de son service de nettoyer son bureau rue Bertrand et rejoint Alger, où se trouvent Badré du réseau Vengeance, Young et Simoneau. L'opérateur Robert Rocard, quant à lui, doit laisser sa femme à la clinique, avec un bébé de 8 jours, déclaré sous un nom d'emprunt. Au cours des interrogatoires suivants, Robert Keller continue de couvrir tous ces hommes, en affirmant qu'ils n'ont aucune connaissance et ne peuvent se rendre compte du but de leur travail. Malgré la torture, Keller ne donne aucun nom. D'ailleurs, Combo et Sueur ne sont pas recherchés. Si Guillou et Matron sont arrêtés le 17 janvier 1943, c'est parce que la Gestapo retrouve dans les fiches d'emploi du temps leur participation aux travaux. En remontant cette piste, les nazis découvrent aussi les noms des résistants de la compagnie d'assurance, la Nationale, qui ont fourni une couverture professionnelle aux opérateurs. La lettre de dénonciation anonyme adressée à la police française semble provenir d'une personne bien informée. D'ailleurs, la voiture de la Gestapo s'est arrêtée sans hésiter devant le pavillon de Livry-Gargan. Les Allemands sont médusés par la masse de matériel installé à Livry-Gargan. Et certains équipements sont même inconnus des techniciens nazis. Après la guerre, le chef de la Feldschaftabteilung dira que son supérieur lui avait révélé que la Gestapo savait qu'une table d'écoute existait sur le circuit Paris-Strasbourg. Des agents de la Gestapo, infiltrés dans les équipes techniques, s'étaient-ils aperçus d'anomalies ?
Les archives de la Gestapo saisies ne sont guère plus éclairantes. On y trouve cette indication. Interception du câble Paris-Strasbourg par le 2e bureau illégal du ministère français de la guerre à Vichy. 3 jours après l'arrestation de Keller, un rapport est adressé à Hitler par Himmler en personne. C'est dire l'importance du sujet pour le Reich. Concerne installation d'une dérivation sur la liaison principale téléphonique Paris-Strasbourg-Berlin. Le 21 décembre 1942, au cours d'une conversation, le secrétaire général de la police française, René Bousquet, a porté à la connaissance du SS-Brigadeführer Oberg qu'un branchement avait été effectué sur le câble principal de la Wehrmacht Paris-Strasbourg-Berlin, sur la route nationale numéro 3, à la borne kilométrique 20. Comme auteur étaient dénoncés un ingénieur français des télégraphes et un fonctionnaire vérificateur. Les actions entreprises ensuite avec les techniciens experts d'une section de branchement téléphonique de campagne apportèrent la preuve que cette information était fondée. La dérivation était installée dans une villa. Celui qui était chargé des écoutes a pu également être appréhendé. Le dispositif d'écoute est qualifié d'exceptionnel et d'inconnu jusqu'ici par les techniciens experts. Des interrogatoires menés jusqu'ici, il résulte que le dispositif d'écoute a été installé sur ordre du major Bird, officier du 2e bureau de Vichy. Les recherches continuent. Signé Heinrich Himmler. Bird, pseudonyme de Badré. On voit que les Allemands n'étaient pas totalement informés sur les origines de l'opération, ce qui valait sans doute mieux pour Keller. Nulle part, il n'est question de la première dérivation, celle de Noisy-le-Grand. Est-ce que les Allemands n'en ont pas eu connaissance? Ou l'ont-ils dissimulé pour échapper à un châtiment terrible? Les responsables ont sans doute caché aux plus hautes autorités du Reich que leurs échanges avaient été interceptés jour et nuit pendant 8 mois, et que ce fait gravissime s'était produit sous la surveillance de techniciens allemands. La découverte de la 2e dérivation, celle de Livry-Gargan, dont le fonctionnement n'avait été qu'éphémère, ne pouvait, elle, rapporter que la reconnaissance du zèle et de l'efficacité de la Gestapo. Si l'ampleur des dégâts provoqués par la source K avait été connue des Allemands, il est probable que son principal créateur aurait été condamné à mort plutôt qu'à la déportation. Robert Keller est envoyé au camp d'Oranienburg le 16 juillet 1943. Puis il est transféré à Bergen-Belsen, où il entre au bloc sanitaire en mars 1945, atteint du typhus. Quand le 15 avril 1945, les Britanniques découvrent l'horreur du camp, Robert Keller vient d'y mourir, la veille. Pierre Guilloux, Laurent Matron, Georges Lobreau ont également été déportés. Seul Lobreau est rentré des camps de la mort. Un mois après le débarquement de juin 1944, Combeau s'entretient à Londres avec un officier des services secrets de l'amirauté britannique. Je lui parlais de la source K. Il s'étonna que j'en ai appris l'existence et me dit qu'il ne connaissait pas dans l'histoire des services secrets un épisode plus extraordinaire et inexplicable que celui qui marqua la soudaine apparition et la disparition brutale de cette source mystérieuse qui avait, pendant si longtemps, fait tant de mal à l'ennemi. La source K a bien gardé son secret. Pourtant, son importance est reconnue dès la Libération. Robert Keller est alors fait à titre posthume chevalier de la Légion d'honneur et reçoit la Croix de guerre et la médaille de la Résistance. Ce lion, trop peu connu aujourd'hui, a pourtant réalisé avec sa fidèle équipe de lignards, comme ils aimaient à se nommer eux-mêmes, un exploit unique dans l'histoire de la Résistance. Ce héros illustre particulièrement l'efficacité d'une coopération étroite entre les services de renseignement militaires, les résistants du réseau Vengeance, des agents ambulants de la SNCF, les services des lignes téléphoniques souterraines à grande distance et la complicité de la haute hiérarchie des télécommunications. Mais ce qui demeure le cœur de l'exploit, c'est la part du lion. Celui sans lequel rien n'aurait pu être envisageable. Robert Keller,
mort pour la France. À ce jour, malgré de nombreuses recherches, on ignore encore qui est le traître qui a dénoncé l'ingénieur Keller et ses hommes.